Un problème de versification latine, comme exercice de combinatoire, c'est déjà pas banal. Sachant que quelques-uns des meilleurs mathématiciens du XVIIe siècle s'y sont cassés les dents, ça vaut le coup de regarder de plus près, non? Vous vous souvenez de cette scène du bourgeois gentilhomme où Monsieur Jourdain demande à son maître de philosophie comment tourner un compliment? On peut les mettre premièrement comme vous avez dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou bien, d'amour mourir me font, belle marquise, vos beaux yeux. Ou bien, vos yeux beaux d'amour me font, belle marquise, mourir. Ou bien, mourir vos beaux yeux, belle marquise d'amour me font. Ou bien, me font vos yeux beaux mourir, belle marquise d'amour. Mais de toutes ces façons-là, laquelle est la meilleure? Celle que vous avez dite, belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Et voilà le problème. Comment permuter les mots d'une phrase sans changer son sens? Le latin s'y prête mieux que le français, à cause des déclinaisons. Le sens des mots est déterminé plus par leur terminaison que par leur position relative. Donc, il y a plus de façons de permuter les mots d'une phrase latine sans changer son sens. Pour les vers latins, le problème se complique à cause du rythme. C'est un problème connu depuis longtemps, mais la question a été relancée en 1615 par cet ouvrage d'un jésuite d'Anvers, Bernard Bauhuys, Épigramme, et plus particulièrement par un de ces épigrammes, que voici. Les trois premières lignes parlent d'un livre en un seul vers, un vers proté, c'est-à-dire qui peut prendre de multiples formes. Voici la traduction. Un vers constituant un livre à lui seul, un livre constitué d'un seul vers, un vers chrétien et proté, faisant paraître autant de visages que le ciel porte d'étoiles. Il peut en effet être transformé 1000 fois et 2 fois et 20 fois, en conservant tout son sens et selon la règle de la poésie épique, comme rappel pour l'éternité de notre attachement envers la Reine du ciel. Tu possèdes autant de mérite, ô Vierge, que le ciel possède d'étoiles. Nous reviendrons plus loin sur la règle de la poésie épique. Mais comment sait-on combien le ciel porte d'étoiles? Facile. D'après le catalogue de Ptolémée, il y en a 1022. Et en 1615, rares étaient ceux qui osaient discuter l'autorité de Ptolémée. 2 ans plus tard, un certain Héricius Puteanus saisit la balle au bond. Il publie un livre dans lequel il énumère effectivement 1022 formes du même vers, une pour chaque étoile du catalogue de Ptolémée. Vous voyez ici quelques-uns de ces vers. Le problème est combien sont possibles en tout? Il y en a au moins 1022, puisqu'ils ont été énumérés. Mais ni Bauhuys ni Puteanus n'ont affirmé que c'étaient les seuls possibles. Il y a 8 mots à permuter, donc il y a au plus factoriel 8 vers possibles. Factoriel 8, c'est 40 320. Ce qui réduit le total, ce sont les contraintes de rythme imposées par les règles de la poésie latine. En latin, comme en grec ou en sanskrit, les vers sont scandés. Le rythme est donné par une alternance de syllabes longues ou courtes. Les mots d'une seule syllabe sont forcément des syllabes longues. Mais pour les mots de 2 syllabes, ça dépend. Dans les 8 mots du vers de Bauhuys, Tibi peut être soit 2 syllabes courtes, soit une courte suivie d'une longue. Tandis que Virgo commence forcément par une longue. Maintenant, il y a 3 mesures possibles. Une mesure est soit un dactyle, long, court, court, ta, ti, ti, soit un spondé,
long, long, ta, ta. Soit un trochet, long, court, tati. Un vers latin doit être un hexamètre, c'est-à-dire contenir 6 mesures. La règle est la suivante. Les 4 premières mesures peuvent être soit des dactyles, soit des spondées. La 5e mesure est forcément un dactyle. La 6e est soit un spondé, soit un trochet. Et comme vous le voyez, le vers de Bauhaus respecte bien les règles. Ça fait ta ti ti ta 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 ti ti ta ta. Un autre exemple pourrait être ta ti ti ta ti ti ta 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 ti ti ta ti ti ta ti. Je vous laisse essayer les autres formes possibles, il y en a 32 en tout. Ce Vossius, ou Voss, était un savant hollandais de la première moitié du XVIIe siècle. Il nous en est resté ce magnifique portrait, mais peu de mathématiques. Dans ce livre, paru peu après sa mort, il cite le vers de Bauhaus, Tot tibi sunt, pour dire qu'il y a 40 320 permutations des 8 mots et au moins 1022 hexamètres licites. Et ça, on le savait déjà. Et Vossius ne va pas plus loin. Jean Prestet est né en 1648, l'année avant la mort de Vossius. Il n'a qu'une vingtaine d'années quand il écrit ses éléments de mathématiques. C'est un élève de Nicolas Malebranche qui est plus connu comme philosophe, mais qui a aussi enseigné les mathématiques, comme Prestet. Ces éléments de mathématiques font une grande place à l'algèbre. Malgré les critiques, en particulier de Wallis et Leibniz, on sait par exemple que Abraham de Moivre a appris l'algèbre dans ce livre que son père lui avait acheté. Dans les éléments de mathématiques de Prestet, on trouve cet exemple. L'on demande combien de fois les 8 mots qui composent ce vers fait à la louange de la très sainte Vierge, Mère de Dieu, pourraient varier de fois sans cesser néanmoins de composer un vers hexamètre. Et comme vous le voyez à gauche, cet exemple suppose la connaissance des règles qu'exige la poésie pour un vers hexamètre. Cette question, quoique très difficile, pourrait néanmoins se résoudre assez facilement en cette sorte. Après 5 pages de calcul, Prestet arrive au résultat. 2196. Et la question est résolue, dit-il fièrement. Pas vraiment. Poussé par les critiques, Prestet prépare une nouvelle édition de ces éléments. Elle est publiée en 1689. L'année après, Prestet meurt à 42 ans. Ces nouveaux éléments de mathématiques ont été passablement augmentés par rapport à l'édition de 1675. On y retrouve le même exemple. Prestet précise maintenant qu'il va résoudre assez facilement une question aussi épineuse qu'elle le paraît d'abord. Suite un calcul encore plus long que dans la première mouture, au bout duquel il arrive au résultat que vous voyez. 3276. Wallis est beaucoup plus célèbre que Prestet. C'est le plus grand mathématicien anglais avant Newton. Son discours sur les combinaisons date de 1685. Il avait donc 69 ans. On y retrouve une fois de plus le même exemple. Wallis ne cite que Vossius et pas Prestet. On sait pourtant qu'il avait lu les éléments de mathématiques de Prestet, dont il ne pensait pas beaucoup de bien. Il se peut donc que ce soit le livre de Prestet qui l'ait poussé à reprendre le même exemple. Wallis, au bout d'un assez long calcul, trouve 3096, ce qui est entre les deux résultats de Prestet. Wallis a publié dans sa vie des centaines de pages. Il est titulaire de la chaire savilienne de géométrie à l'université d'Oxford depuis 1649.
Il aurait pu considérer que son résultat était juste pour la seule raison qu'il l'avait écrit. Or, il garde son humilité. Je n'affirmerai pas qu'il n'y ait pas d'autres variantes, auquel cas il faudrait les ajouter, ou que la majorité soit répétée 2 fois, auquel cas il faudrait les retrancher. Mais pour l'instant, je ne discerne ni les unes ni les autres. Vous vous doutez bien, s'agissant de combinatoire et fouineur comme vous le connaissez, que Leibniz ne laisserait pas échapper le problème. Effectivement, il y a tout un chapitre de sa thèse de 1666, écrite à l'âge de 19 ans, qui porte sur la combinatoire des hexamètres. Leibniz y cite le vers de Bauhaus, mais prudemment, il évite de donner un total. Pourtant, il fait le même type de calcul pour un autre vers. 20 ans plus tard, les choses ont changé. Leibniz a lu et critiqué le livre de Priestley. Il vient de lire l'algèbre de Wallis et il écrit un résumé pour les Acta Eruditorum paru en juin 1686. Ce résumé n'est pas signé, mais il est presque certain qu'il vient de Leibniz lui-même. Leibniz a bien remarqué le passage sur le vers de Bauhaus dans le livre de Wallis, et incidemment, il mentionne entre parenthèses que, selon son propre calcul, il y a 2580 vers licites possibles avec les mêmes mots. Encore un résultat différent. Jusqu'ici, le rapport avec l'histoire de la statistique n'était pas direct, mais maintenant on ne plaisante plus. C'est Jacques Bernoulli himself qui entre en scène. Son œuvre majeure, L'Ars Conjectandi, a été publiée 8 ans après sa mort. C'est son neveu, Nicolas, qui a supervisé la publication. Nicolas avait passé sa maîtrise sous la direction de Jacques, puis il avait soutenu une thèse en 1709. Cette thèse portait sur l'usage en droit de l'ars conjectandi, l'art des conjectures. Pour la publication du livre de Jacques, Nicolas a utilisé des notes manuscrites de son oncle, ainsi que son journal. Il est impossible de savoir quel aurait été le choix de Jacques Bernoulli s'il avait lui-même organisé la publication de son livre. Tel que l'a décidé son neveu, donc. Voici quel est le plan. La première partie est la reproduction du traité de Huygens sur les jeux de hasard, augmenté de quelques notes. La seconde partie porte sur la combinatoire. La troisième partie est présentée comme l'application des 2 précédentes à des jeux de hasard particuliers. La quatrième partie est l'application en matière civile, morale et économique. Et c'est dans le chapitre 5 de cette quatrième partie qu'apparaît ce qui a rendu le livre justement célèbre, une démonstration de la loi des grands nombres. La deuxième partie porte le titre de Doctrine des permutations et des combinaisons. On y trouve, presque au début, l'exemple du vers de Bauhaus. Bernoulli commence par rappeler tous les résultats que nous avons vus précédemment, puis il se lance dans son propre calcul. Remarquez la présentation arborescente qu'il donne des différents cas. Au bout d'une liste qui dure 3 pages, Bernoulli arrive à la fin de son énumération et donne le résultat de l'addition, 3312. Il est parfaitement conscient de la difficulté de l'entreprise, appréciez sa mise en garde. Il arrive souvent que même les hommes les plus prudents et circonspects tombent dans le travers de ce que les logiciens appellent communément énumération insuffisante des cas. Alors, résumons. Les premiers, Bauhaus, Puteanus, Vossius, avaient annoncé 1022, mais c'était une borne inférieure qui correspondait au nombre d'étoiles du catalogue de Ptolémée. Priestley avait donné 2 résultats différents. Wallis puis Leibniz 2 autres. Et enfin Bernoulli, qui avait le total le plus grand.
Les choses en étaient restées là jusqu'en 1902. Deux mathématiciens co-publient un article où ils affirment qu'ils ont obtenu le résultat de 2880 et qu'ils y sont arrivés par deux méthodes différentes. Et là, on se dit, c'est bon, le problème est résolu. Ils ont sûrement raison. Eh bien, pas du tout. Donald Knuth a repris le problème et raconte cette histoire. Il en a fait un exercice pour The Art of Computer Programming. Il affirme que c'est Bernoulli qui avait raison et explique que c'est parce qu'il avait utilisé la bonne méthode, celle du dénombrement en arbre. Je me souviens avec émotion de Philippe Flageolet et de l'admiration ébahie qui était la mienne devant sa virtuosité en combinatoire. Je me souviens aussi que Philippe Flageolet avait beaucoup de respect pour Donald Knuth, qui était son ami. Alors, quand Knuth dit que c'est Bernoulli qui avait raison, je le crois sur parole. Je ne cherche même pas à refaire le calcul. Vous ne croyez pas sérieusement que j'en serais capable, si? Oh, c'est gentil ça.